Normalement, c'est tout bon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde ait le temps de se connecter. Bon, ça fait plaisir d'avoir ce format français qui revient un peu. Je pense qu'on va avoir des heureux de la vrai. communauté. Il faut dire que c'est enfin ça avec possible. impatience. Oui, c'est enfin possible. C'était pas possible de le faire avant, donc récemment la législation a fait que on peut revenir en français du moins. Exactement. Mais Sébastien en dira plus de toute façon. Bonjour Alan. Ah, de la famille, Jules. Victor. Inconnu. Ah. Non, c'est mon frère. Salut, c'est Fried. Ah oui, il est live. Il bouge pas, il parle pas, mais il est bien vivant. Alors Virginie, encore, tu as prévu qu'on commençait quand? On va encore attendre 30 petites secondes et puis je pense qu'on pourra commencer. Salut Romain. De toute façon, le live sera disponible en replay. Et je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. Bonjour Nelix. Ça me dit quelque chose. On est surveillé par l'équipe Core, Blockchain Core. On n'a pas intérêt à dire des bêtises du coup. C'est ça. C'est bien, c'est qu'on retrouve des noms qu'on voit souvent sur les réseaux. Il y a des contributeurs qui sont connectés là du coup. Moi, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur un format live que vous aviez beaucoup apprécié par le passé. Donc, suite aux différentes questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, on a décidé d'interagir de manière plus régulière avec vous, donc via un format live qu'on a intitulé Vision. Donc, l'objectif est de vous présenter l'état d'avancement du projet, des futurs développements, mais aussi et avant tout de répondre aux questions de la communauté. Donc, on va aujourd'hui parler du lancement de l'écosystème Arketic et vous aurez, comme les fois précédentes, la possibilité de poser vos questions en direct à l'équipe et nous y répondrons en fin de live. Donc, pour démarrer ce live, je vais te donner la parole, Sébastien, pour nous donner un peu plus d'informations sur l'état d'avancement du projet aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué là, ces derniers mois. Notamment alors des choses qui vont un peu moins vous intéresser comme la structuration juridique, mais c'est quelque chose d'essentiel en fait dans le développement complet du projet. Donc effectivement, comme vous le savez, on a une société en France qui s'appelle Uniris, une société au Luxembourg qui s'appelle Arketic Technologies, et maintenant une fondation en Suisse qui va nous permettre en fait d'organiser toute la partie DAO et de donner en fait la pleine puissance à la crypto-monnaie qui est derrière, sous-jacente. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu, comme vous avez pu le constater, énormément de développement ces derniers mois. Donc un grand merci à l'équipe tech par rapport à ça. Mais qui a fait aussi qu'on a pu un peu moins se concentrer sur la partie marketing. Donc encore une fois, toutes nos excuses de ne pas avoir été plus présents. Mais comme l'a dit Victor un petit peu au début, tout se met en place pour que maintenant, effectivement, on puisse communiquer de façon plus régulière avec vous. Et vous donner un petit peu l'état de l'art sur ce qui se passe dans le monde de la crypto et particulièrement en Europe ou en Suisse. Donc voilà pour cette petite introduction. Il y a des choses aussi extrêmement intéressantes comme l'AEFS qui seront donc là d'un point de vue plus technologique qui vont en fait remplacer, alors, pas remplacer, mais venir en parallèle des solutions comme IPFS, sauf qu'effectivement on aura une garantie effectivement du stockage. Et qui vont servir en tant que base sur énormément de services comme l'email, comme le stockage de données. Et puis bien sûr tout ce qui est relatif à la DeFi. Donc Victor va expliquer un petit peu plus tout à l'heure l'ensemble de toutes les nouveautés qui arrivent, mais effectivement il y a des choses extrêmement intéressantes qui vont vraiment donner la pleine puissance à l'écosystème.
Et puis, Sylvain, je pense, reviendra un petit peu tout à l'heure aussi sur la partie messagerie instantanée et messagerie email, hein, à la Proton Mail, mais en vrai décentralisé et en étant sûr effectivement du contenu, du code source de ce qui tourne. Donc il y a plein de choses qui arrivent. On s'excuse encore de ne pas vous avoir donné plus d'informations, mais effectivement là, c'est le système est en train d'éclore et on est vraiment très heureux de vous avoir avec nous pour ça. Merci Sébastien pour cette introduction. Je vais donner la parole à Victor. On va commencer à rentrer un peu plus dans les questions de la communauté. Donc Victor, je sais qu'il y a eu des questions au sujet des échanges décentralisés et centralisés. Notamment, est-ce qu'il est prévu qu'Arketic soit coté sur un échange centralisé, donc après la mise en place de l'échange décentralisé au 3e trimestre? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est l'éternelle question qui revient depuis un bout de temps maintenant. Alors, il faut bien comprendre les critères de sélection des échanges centralisés. Un échange centralisé, il va regarder 3 critères dans un projet avant de le lister. Donc, le premier critère qui est le volume, le deuxième qui est la liquidité et le troisième qui est l'attraction. Pourquoi le volume? Parce que quand on passe un ordre d'achat ou de vente sur un échange centralisé, l'échange centralisé va prendre une fee sur chaque ordre de vente et chaque ordre d'achat. Et c'est comme ça qu'il va générer un revenu. Donc, plus il y a de volume, plus l'échange centralisé va générer de revenus. Donc, il va chercher des projets avec le plus gros volume possible, tout simplement. Ensuite, la liquidité. Pourquoi la liquidité? Parce que simplement, on ne peut pas avoir de volume si on a une faible liquidité. Si je suis un investisseur ou un trader et que je vois que la liquidité, quand j'investis 10 000, le prix shift de 20%, en fait, ça rend inutilisable d'un point de vue financier le fait de trader activement sur cet asset. Donc, il faut un projet qui a du volume, qui a une bonne liquidité qui permettra d'avoir du volume, et bien sûr de l'attraction qui est le troisième critère. Dans le sens où je suis un échange centralisé, je veux lister un projet qui a une communauté, parce que cette communauté, quand je vais lister ce projet, va devoir venir dans mon échange, s'inscrire, faire des dépôts et donc générer du volume. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu des listings sur des plateformes dites T2 et T3, donc tiers 2 et tiers 3. Et on avait prévu un échange en Q1 2023 pour un listing qui dit sur une plateforme tiers 1 pour le Yuko. Il y a eu des événements sur le marché, notamment FTX, qui ont fait que nous avons décidé de ne pas lister et ça n'a pas fait que des heureux, mais on tient à l'expliquer. On a aussi expliqué dans un message très détaillé à la communauté le pourquoi de ce choix. C'est que avec ce qui s'est passé avec FTX, on s'est rendu compte, et le marché, le monde s'est rendu compte que quand on met nos fonds dans un échange centralisé, on dit not your keys, not your coin. En fait, les échanges ont fait la même chose que les banques au passage. C'est-à-dire, ils ont pris les fonds des utilisateurs, ils les ont investis, ils les ont risqués sur un marché. C'est-à-dire que si ce qui s'est passé avec FTX, tout le monde demande à retirer son argent en même temps et que l'échange a tradé sur le marché et n'a plus cet argent, il va devoir fondre les plombs. Sauf que derrière, c'est pas comme une banque. Il n'y a pas de banque centrale qui va venir rembourser les utilisateurs. Ce qui a pour conséquence la perte totale de tous les fonds des utilisateurs. Et donc, en voyant ce qui s'était passé sur FTX, nous, en tant que compagnie, il faut bien comprendre que un listing sur KuCoin, c'est un demi-million. Un listing sur Binance, c'est entre 1 et 3 millions. Donc, c'est un montant d'argent qu'on va immobiliser de la trésorerie de la compagnie pour avoir cet accès sur un T1. Et donc, c'est une prise stratégique de décision qu'il faut peser en termes d'avantages et désavantages. Et il faut bien comprendre que si on fait un listing pour 1 million d'euros sur Binance et que dans 2 mois, Binance font les plombs, et je ne souhaite pas, mais imaginons, du coup, on aura surtout mis en danger la trésorerie de l'entreprise, mais davantage, on aura mis en danger les fonds des utilisateurs. Et c'est là notre plus grosse priorité, c'est protéger les fonds des utilisateurs. Parce que s'ils arrivent sur Binance et tout le monde a confiance en Binance, et là, je cite Binance, mais c'est un exemple, et on a emmené notre communauté sur cet échange et cet échange font les plombs, est-ce que on sera capable de les rembourser? Vu qu'on a burné 90% des Yuko, tous les Yuko dits
pour investisseurs sont déjà dédiés aux investisseurs et ça ne fait aucun sens de prendre ce risque. Donc, voilà, pour conclure à cette question, voilà l'explication de pourquoi on n'a pas encore listé sur un terrain. Par contre, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a de manière native, avec la migration sur le mainnet, du volume, parce qu'il y a du monde qui va venir créer des jetons, de la liquidité, parce que, et je vais en parler après, on aura un LP staking, et de l'attraction, parce que sur tout projet natif Layer 1, il y a de l'attraction parce qu'il y a des communautés qui se créent, parce qu'il y a des projets qui se lancent. À ce moment-là, on aura tous les critères qui sont natifs pour lister organiquement sur un tiers 1, ce qui voudra dire qu'on sera intégré naturellement, on l'espère d'ailleurs, sur plusieurs tiers 1 dans une échelle de temps qui est à partir de septembre, dans les prochains mois suivant septembre, au vu de la roadmap technique. D'accord. Tu voulais réagir, Sébastien? Oui. Non, c'est parce que j'ai vu que tu as remis ton micro. Donc, Alors effectivement, c'était pas pour parler, mais effectivement, j'en ai profité pour expliquer. En gros, simplement, la question qui s'est posée, donc dans ce fameux échange tiers 1 où on avait failli lister, c'était est-ce que cet échange avait suffisamment de fonds pour ne pas utiliser les YOLO que nous, on met en dépôt pour quelque part rempoter la caisse. C'est-à-dire et ça, c'est le gros risque. C'est-à-dire toute la communauté aurait été perdante dans le sens où ça aurait fait complètement dévisser le cours, juste pour aider une plateforme à. Donc ça, c'était la question centrale. Et effectivement, par moment, c'est pas forcément financier, mais c'est aussi une prise de risque. On sait très bien que sur chaque décision qu'on va prendre, ça va potentiellement impacter le cours global, et c'est à ça où on est très très attentif. Ok, merci Sébastien. Je rebondis juste sur une chose que tu as dit, Victor. On a eu aussi, tu as parlé du staking et on a eu beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus le système de staking chez Arketic? Oui, et d'ailleurs, c'est revenu pas mal de fois sur le Telegram. Alors, staking, il faut bien comprendre qu'à la base, ça a été implémenté dans le Proof of Stake, qui est l'implémentation du staking pour la sécurisation de la chaîne. Nous, aujourd'hui, Arketic n'est pas Proof of Stake. Dans les blockchains Proof of Stake, pourquoi ils ont implémenté un Proof of Stake? Parce qu'ils se sont dit que les validateurs seront ceux qui détiennent le plus de jetons, parce que c'est les personnes qui ont le plus à perdre si quelque chose n'est pas validé correctement. Nous, chez Arketic, vu qu'on n'a pas besoin de cette sécurisation à travers le staking, il ne reste que l'aspect financier du staking. Et c'est pour ça qu'il faut bien l'expliquer parce que en fait, il y a plusieurs sujets qui sont passés sur le LP staking, mais c'est la meilleure solution pour la communauté et pour le projet. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'un LP staking pour commencer? Donc il y a différents types de staking qui existent. On a le single asset staking et le LP staking. Il y en a d'autres, mais on va rester spécifique à ces deux catégories pour commencer. Le single asset staking, c'est je prends mes YOLO, j'ai mes YOLO, je les mets dans une pool et je vais gagner un rendement sur un an de X% en ayant stacké mes YOLO. Et donc, dans un an, je les ai bloqués sur un an et dans un an, je peux récupérer mes YOLO plus le bonus associé. Ce staking, qui a l'air intéressant et classique, il est intéressant, mais en fait, quand on met un staking à APY, donc à rendement fixe, ça va avoir le meilleur rendement pour le plus gros wallet, ou du moins pour les plus gros wallets de la chaîne. Donc en faisant ça, nous, ça veut dire que on va rémunérer, on va récompenser le top 10-15 wallets de la chaîne. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont pouvoir avoir le plus de rendement parce qu'ils auront le plus de YOLO, tout simplement. Donc, ça a un attrait, on en est conscient. L'attrait est clair, il est financier. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le YOLO? C'est-à-dire que court terme, il y a moins d'offres sur le marché, donc il y a une appréciation du cours. Mais long terme, il y a une inflation qui est beaucoup plus forte que l'appréciation court terme et ça dessert l'entièreté de la communauté et surtout tous les nouveaux entrants au profit des plus gros porteurs. Bon, ok. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, qui est le LP staking, c'est aujourd'hui, et ça rejoint ce que je disais sur les sexes, aujourd'hui, on a besoin de liquidité. Il y a très peu de liquidité sur le YOLO. On aura un moyen de pallier à cette liquidité, chose qu'on a déjà faite avec le LP staking de QuickSwap, où on était montré à 1,4 million. C'est-à-dire, on va demander aux utilisateurs de venir sur le mainnet et d'amener
une pool de liquidité, donc des UCO et disons des Ethers. Et en fait, on va récompenser ceux qui vont amener cette liquidité avec des UCO. Mais ce qui veut dire qu'on va aussi permettre au projet d'avoir une meilleure liquidité, donc un meilleur volume, donc une meilleure traction, donc un listing sur des tiers 1, donc une récompense globale pour tous les acteurs de l'écosystème. Et en ce sens, pour nous, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de staking rien qu'avec du UCO. Ça veut dire qu'au lancement du mainnet, quand on aura le DEX, avoir une prioritisation sur le LP staking fait beaucoup plus de sens parce qu'il va permettre le lancement de l'écosystème et ensuite, dans un futur moyen ou long terme, on pourra à ce moment-là implémenter d'autres types de staking comme le single asset staking et d'autres types de staking. D'accord. Et pourquoi on ne peut pas mettre en place simplement, mettre en œuvre un staking de base similaire au système de blockchain proof of stake? Alors justement, c'est ce que je disais au début, c'est parce que nous, on n'est pas proof of stake. On est basé sur le consensus Arch, et là, Sébastien saura beaucoup mieux le définir par rapport au proof of stake. Exactement, tout à fait. Alors ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'il y a Ethereum qui passe sur la proof of stake. En fait, c'est un vrai problème. En gros, ça dit simplement que celui qui a le plus de moyens est capable de prendre possession d'une blockchain. C'est-à-dire que pour prendre possession d'une blockchain, ça devient plus un problème de puissance de calcul, ça devient juste un problème financier. Et ça, d'un point de vue sécurité sur les réseaux décentralisés, c'est un vrai problème. En gros, à partir du moment où on va mettre plus de pouvoir sur certains nœuds, ça veut dire que d'un point de vue d'un attaquant, c'est plus intéressant d'aller taper les 10, 100 nœuds qui ont plus de pouvoir que d'aller taper les 100 000 autres nœuds. Et c'est là où, en fait, la différence, et là où Arketic aussi se différencie. C'est-à-dire que pour nous, n'importe quel nœud a exactement le même droit et le même pouvoir dans l'écosystème. Et ça veut dire que pour un attaquant, c'est pas 1, c'est pas 10, c'est l'ensemble des nœuds qu'il doit attaquer pour avoir une chance en fait de corrompre une transaction. Parce que c'est de ça dont on parle, hein. C'est-à-dire comment on sécurise le consensus. Et bien effectivement, on peut considérer que celui qui a le plus à perdre, c'est celui qui a le plus mis d'argent de côté. Mais effectivement, celui qui veut vraiment nuire une blockchain comme ça peut le faire juste financièrement. Donc voilà, je peux rajouter un petit mot sur le staking, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'actualités avec Ethereum là-dessus. Et c'est quand même un problème d'un point de vue de décentralisation. C'est-à-dire c'est presque un problème philosophique autour de ça. Mais c'est en tout cas un vrai problème de sécurité informatique. Ok. Et tant qu'on est sur l'état d'avancement de l'écosystème, je te donne la parole aussi, Sylvain, pour nous en dire un peu plus sur les produits AML et AEWeb. Ouais, alors tu peux justement, nous en dire davantage? Avec plaisir. Donc AML et AEWeb, c'est, on va dire, les deux premières grosses DApps que Arketic doit développer et développe. Alors, jusque-là, on a eu pas mal de travail à faire autour du wallet pour pouvoir signer des transactions, un peu comme MetaMask, etc. On a eu beaucoup de travail préliminaire pour travailler sur ces produits, pour pouvoir délivrer des applications décentralisées. Aujourd'hui, concernant AML, qui est prévu pour fin d'année, on a plusieurs briques à mettre en place parce que c'est pas juste délivrer une solution de mail. On a de la gestion de notifications, on a de la gestion de contacts online, on-chain à faire. On a, Sébastien parlait en début de meeting, le fameux AEFS qui nous permet finalement de pouvoir stocker on-chain des données, un gros volume de données. On a aussi la gestion d'AENS qui permet justement, aujourd'hui, on en a tous marre de travailler avec des adresses à rallonge avec des zéros, des A, des B, etc. Donc l'objectif, c'est d'aller sur des choses qui existent dans d'autres protocoles, mais on doit mettre ça aussi en place pour pouvoir faciliter la communication. Donc voilà, donc on a plein de briques en fait à développer. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà spécifiées et qui sont déjà en cours de développement. Et l'objectif aussi, c'est que pour aller jusqu'à AEMail, en fait, on va passer par l'étape qu'on avait annoncée il y a quelques temps de messagerie instantanée dans le wallet. Donc, on a déjà spécifié les smart contracts, comment ils devaient fonctionner. Et on va débuter dans le sprint prochain, le développement dans le wallet pour pouvoir échanger des messages. Sachant que c'était déjà possible en one-to-one. Il y a le système de transaction, mais l'objectif, c'est de pouvoir aller sur un système de messagerie beaucoup plus par rapport à ce qui se fait actuellement. Voilà. Donc, en fait, on a le chemin messagerie instantanée,
développement des briques annexes à Mail pour arriver jusqu'à la première version d'Email en fin d'année. Je ne sais pas si Seb, toi, tu veux préciser des petites choses parce que tu as fait un focus sur EFS qui est quand même une brique extrêmement importante. Non, simplement, effectivement, notre pari, c'est effectivement de remettre tout ce qu'on a sur Internet, le mettre sur Arketic. Et effectivement, ça fait partie des briques fondamentales. Mais c'est là où c'est extrêmement agréable de voir qu'effectivement, tout ce qui avait été théorisé initialement, en fait, fonctionne vraiment. Et on va pouvoir effectivement avoir de la donnée en masse sur des types de services comme la messagerie instantanée ou les messages email. C'est énorme de pouvoir faire ça dans une blockchain. C'est-à-dire qu'à la fois, on est sûr qu'on a bien envoyé le mail, que les personnes qui pourront le lire seront uniquement les destinataires, parce que c'est chiffré effectivement pour eux. Il y a des choses extraordinaires qui vont, à mon avis, quand même complètement changer le paysage de la tech, même si ça a l'air juste de la même chose, sauf qu'effectivement, le back-end change tout. Alors justement, c'est ce que j'allais ajouter, c'est que des fois on parle de roadmap, il y a des petites choses qui se sont décalées, etc. C'est que des fois il y a des choses qui sont facilitées par la blockchain qui est disruptive, et donc du coup on gagne du temps sur certaines choses, et des fois on tombe dans de la recherche et développement, et dans ces cas-là, il faut trouver des solutions, et c'est pas de l'intégration. Donc c'est pour ça que d'un côté ça peut aller vite sur certains pans, et d'autres, il faut qu'on trouve les solutions, et c'est pour ça que là il y a eu en début d'année un gros travail auquel Seb a largement contribué pour justement définir, toujours en s'appuyant aussi sur les brevets qui avaient été définis aussi pour qu'on garde aussi la ligne sur ce sujet-là. Mais voilà, on spécifie. De toute façon, tout est. Alors, je me permets petite parenthèse sur l'organisation, c'est-à-dire que tout est visible sur un outil qui est plus ou moins, qui est plus orienté développeur, moins utilisateur, mais en tout cas, tous nos sprints qui sont de 3 semaines sont identifiés au niveau de GitHub. Et la communauté de développeurs peut tout à fait consulter l'état d'avancement, la contribution. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais au niveau du wallet des travaux qui ont été faits sur le fait de pouvoir signer des transactions et signer les transactions provenant des DApp. Typiquement, il y a eu des contributions externes de la communauté qui ont été faites sur ce pan-là. Donc quand la communauté participe, c'est toujours très bien parce que ça permet de remettre en cause, on parlait un petit peu en interne de documentation. Voilà, on doit améliorer notre documentation, d'avoir des regards extérieurs, c'est très bien. Et le wallet est le bon résultat de tout ça parce que grâce à la communauté, il y a eu énormément, à partir du mainnet du mois de décembre, énormément d'évolution parce qu'il y a eu beaucoup de retours des utilisateurs parce que ils ont utilisé à partir du moment où on a mis en place le mainnet et le faucet, il y a eu beaucoup d'utilisation, donc de bons retours, d'ailleurs des moins bons, mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, la communauté est une force. C'est ça qui est bien. Donc, ça, c'était la partie AEMail. Concernant AEWeb, alors AEWeb, c'est un peu différent. Je suis venu dans ma valise avec une petite vidéo qui est assez courte. Voilà, alors on va tenter la magie du partage de l'écran. On va voir si tout fonctionne bien. Et l'objectif, c'est de vous montrer un petit peu où on en est sur AEWeb très, très, très rapidement. Voilà, hop. Normalement, Virginie, tu dois avoir le partage. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'était de vous partager. Alors, bien sûr, il y aura des choses beaucoup plus précises en termes de marketing autour du produit, mais l'objectif, c'était aujourd'hui de faire cette petite vidéo qui vous montre qu'il y a des petites choses, qu'on peut aujourd'hui créer un site web, le mettre à jour, tout ça effectivement tout ça est décentralisé et porté par le consensus Arch et que AEWeb, la version bêta en version front va sortir juin, c'est bientôt, donc dans quelques jours, voilà. Donc aujourd'hui, ça a été rendu public au niveau des développeurs. Ça a été donc des gens peuvent contribuer pour améliorer l'application, pour la forker, pour l'utiliser, etc. Et on va la mettre à disposition dans un premier temps au niveau du testnet pour que naturellement, pour avoir les premiers retours et très rapidement, ça sera disponible au mainnet pour que vous puissiez publier vos sites statiques voilà, sur la blockchain et profiter des avantages autour de la solution. Alors, tu n'as pas expliqué un petit peu alors, pour avoir participé à la démo, ce qui est bluffant, c'est la simplicité. C'est-à-dire, effectivement, on va choisir un dossier qui contient l'ensemble du site web.
tout se fait automatiquement. Et à la fin, il y a juste le montant en Yuko effectivement à payer pour les filles. Et derrière, c'est hébergé effectivement pour des temps infinis, enfin, en tout cas tant que la blockchain sera en vie. Et ce sera inviolable. C'est-à-dire que tant qu'on donnera cette adresse, personne ne pourra jamais le modifier. C'est comme modifier un bloc Bitcoin, c'est pas possible parce que ça remet en cause en fait toute la blockchain en elle-même. Ça fait partie des choses qui sont, enfin encore une fois, c'est un peu comme le mail. C'est des choses qui ont l'air toutes simples, mais en fait c'est révolutionnaire. Jusque-là, il n'y a rien qui prouvait qu'un site n'avait pas été modifié. Là, on arrive vraiment sur des choses qui vont rendre quand même le monde de la tech beaucoup plus de confiance, j'allais dire. Et c'est vraiment super. Merci Sylvain. Ah bon, et je pense qu'on va faire un gap sur le produit après les premières utilisations sur le testnet où on va pouvoir. Parce que la communauté a toujours de belles idées et de bonnes idées, donc du coup, on va s'en nourrir pour améliorer le produit. Voilà ce que je peux dire sur ces deux produits-là. Sylvain, si je peux rajouter juste un point sur le côté financier, parce que des fois, quand on parle tech, justement, on mesure pas le gap que vous implémentez en termes d'innovation sur le marché. Et si on parle chiffres, ça parle tout de suite. C'est que aujourd'hui, le marché, par exemple, de hosting, il est de 83 milliards en 2022, disons, au niveau du web hosting dans le monde. Là, du coup, ça veut dire que pour à peu près 5-10 euros de Yuko, on va pouvoir héberger son site web de manière intemporelle, indéfinie, sur la blockchain. Donc, ça veut dire que pour 10 euros, ton site web est live sur la blockchain à jamais. Alors qu'aujourd'hui, héberger un site web sur un hébergeur classique, ça va coûter entre 200 et 400 euros par an en fonction du site web que tu as. Donc, il y a une économie d'échelle monstrueuse par rapport à un marché qui est quand même assez conséquent. Et là, ça permet quand même de mesurer le degré d'innovation qui est implémenté par AEWeb. Et c'est pour ça, Victor, que AEWeb lui-même sera hébergé sur AEWeb, que le wallet en version web sera hébergé sur AEWeb, parce que ça va me coûter moins cher, effectivement. C'est ça. Et que ça va bien marcher. Mais voilà, donc on auto-héberge nos applications décentralisées web, on les auto-héberge sur AEWeb. Ouais. Et puis, dernier mot, effectivement, sur la partie web, en fait, encore une fois, c'est la partie émergée de l'iceberg. Pour ceux qui ont regardé un petit peu le white paper, pardon, en fait, il y a un exemple de smart contract sur un site e-commerce. C'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'on publie, on intègre dedans en fait les routines des smart contracts, et derrière, on va pouvoir gérer des stocks, des paiements, des discounts à partir d'un certain temps, l'identité de sa communauté. Il y a vraiment tout un ensemble de choses qui vont pouvoir en fait se déployer à partir de quelques lignes de code et le site web lui-même. Donc c'est vraiment, alors ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre la tech beaucoup plus accessible pour faire des choses aussi plus sympas pour tout le monde. Et d'ailleurs, une petite parenthèse pour les développeurs qui sont présents sur le chat, c'est qu'il y a aussi un GitHub Action qui est disponible depuis quelques temps déjà, qui fait qu'aujourd'hui, quand on publie sur GitHub notre site, automatiquement, il est publié sur AEWeb aussi s'il le souhaite. Donc, en termes de productivité et de déploiement, c'est assez génial. Merci à tous les trois pour toutes ces informations. En parlant de site internet, je crois, Sébastien, qu'il y a des mises à jour sur le site internet, sur le livre blanc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, en fait, c'est au niveau du marketing de façon générale. C'est vrai que là, on a beaucoup travaillé d'un point de vue tech sur le projet. On a travaillé sur la partie juridiction. Et maintenant, effectivement, on va pouvoir mettre un peu plus de force sur la partie marketing. Donc, je ne vais pas vous donner de noms, de chiffres, etc. Mais il y a des choses assez intéressantes qui sont en train de se mettre en place et dont vous devriez commencer à voir les effets d'ici quelques mois, j'espère. Donc, après, on ne sait jamais, mais effectivement, il y a une vraie... on était jusque-là, on avait tellement à faire sur la partie tech, pour que tout le monde se rende bien compte. Aujourd'hui, par exemple, une blockchain qui dit, bon, je lance ma blockchain, part sur des choses qui existent. Par exemple, du Gossip qui va gérer le peer-to-peer, etc. Mais nous, toutes ces briques-là, on les a redéveloppées depuis le début. Donc, le travail était absolument énorme. Donc là, maintenant, effectivement, on va pouvoir souffler un petit peu. Donc, il y a encore plein de choses à faire sur la tech, mais on va pouvoir souffler un petit peu dessus et remettre un petit peu de puissance sur la partie marketing qui est nécessaire en France, bien sûr, mais aussi à l'international, pour que l'écosystème puisse vivre et enrichir aussi un petit peu tout le monde.
Ouais, j'en profite pour rebondir sur le marketing. Est-ce que Victor, tu peux nous en dire un peu plus sur comment l'équipe prévoit de gagner en importance au niveau international avec le nouveau consensus Arch? Alors, oui, complètement. Alors, en fait, on a fait un partenariat récemment et certains d'entre vous sont déjà au courant. H Consulting, qui est l'agence marketing qui gère notamment Asher, Owen Simonin, qui est un influenceur, l'influenceur français le plus connu nationalement en France. Donc, on a fait un partenariat qui est un partenariat de collaboration et un partenariat d'advisory. C'est-à-dire qu'avec eux, on va travailler sur tout l'aspect marketing dans l'orchestration et la définition des stratégies, dans l'intégration des best practices, dans l'intégration des processus d'automatisation, dans l'intégration de leur réseau au niveau des influenceurs nationaux et internationaux. Donc, en fait, avec eux, on va avoir l'expérience reconnue et prouvée d'une entreprise qui aujourd'hui a percé dans le marketing du Web3. Donc c'est eux qui aujourd'hui guident toutes les décisions en co-direction bien évidemment et qui aident à la création de toutes les stratégies pour pouvoir s'allier sur une synchronisation du marketing avec la roadmap tech qui va s'inscrire, qui va s'implémenter dans une croissance programmée à partir du lancement de l'écosystème. Et quand je parle du lancement de l'écosystème, je parle bien évidemment du bridge et de l'ouverture de l'infrastructure. Et justement, je rebondis, Victor, je reste avec toi. Comment le bridge multi-asset va donc ouvrir l'écosystème au monde? Alors, il faut bien comprendre ce qu'est un bridge et quel est le rôle du bridge dans l'écosystème qui est le nôtre, c'est-à-dire le produit qui est le nôtre, un layer one. Le bridge, c'est la clé de voûte, c'est le moment de réalisation de tout le travail qui a été accompli au niveau du layer one. C'est-à-dire que pendant des années, maintenant près de 10 ans, l'équipe d'Arketic et Sébastien ont conçu et développé un layer one qui est surpuissant en termes de performance. Mais le moment où on va pouvoir connecter ce layer one au marché existant, c'est le moment où on va le connecter à travers un bridge où on va permettre en fait au marché existant d'amener de la valeur sur la blockchain et de ramener de la valeur de la blockchain. C'est-à-dire que avant ce bridge, aujourd'hui en fait, on peut bridger des UCO, donc on peut amener de la valeur sur la chaîne, on peut créer des applications, mais on ne peut pas retirer de la valeur de la chaîne. Ce qui veut dire que tous les innovateurs, tous les concepteurs d'applications, à part l'attrait philosophique qui est entendable, il y a une réalité financière. Et cette réalité financière, elle est concevable uniquement à partir où on peut conclure ce cercle de génération de valeur, c'est-à-dire amener de la valeur, créer de la valeur, retirer de la valeur de la chaîne. Et ce bridge, c'est son sens premier. Donc, quand on va lancer le bridge, c'est-à-dire qu'on va ouvrir notre layer one au marché. C'est-à-dire que n'importe qui, n'importe où, va pouvoir bridger des assets, amener des assets sur la chaîne, créer des tokens, créer des applications, créer des NFT, en convertir ou transformer la valeur amenée et se dire, très bien, j'ai créé mon application, je fais un cash out et je retire 500 000 euros de mon spin-off que j'ai fait en créant la première collection ou en créant un NFT Marketplace ou en créant la première banque décentralisée sur la chaîne native Arketic, etc., etc. Et avant qu'il y ait ce bridge, là, l'étape où on en est aujourd'hui, c'est pourquoi on l'a effectué de cette manière-là, c'est qu'on a donné une marche d'avance à tous ceux qui suivent le projet pour que, en amont de l'ouverture de l'écosystème, ils aient du temps pour construire des dApps pour être prêts lors de l'ouverture. Donc, ils peuvent bridger des UCO, payer les fees. Donc, en payant les fees, on peut développer des smart contracts, on peut implémenter des processus, on peut faire en sorte que notre application soit prête lors de l'ouverture pour justement amasser le maximum d'utilisateurs. Merci Victor, c'était très clair. J'en profite pour rebondir parce que je vois un peu les questions du chat en même temps. Sébastien, je voudrais qu'on parle un petit peu plus du mainnet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le nombre de nœuds, le déploiement, etc. Alors, le minage, tu veux dire peut-être Oui, le minage, pardon. Alors, effectivement, là, on est en train de travailler sur notamment une nouvelle distribution qui s'appelle Arc Linux,
donc qui n'a rien à voir avec nous, mais effectivement, on a le même début, qui va aussi beaucoup plus sécuriser et rendre les nœuds plus fiables. Donc ça, c'est une première partie. Donc on a un batch de 60 nœuds qui doit partir dans les semaines et mois qui viennent, ce qui va permettre en fait de donner le socle qui va permettre d'ouvrir la communauté de façon plus globale. Alors, je ne vais pas vous dire que demain, n'importe qui va pouvoir devenir mineur, parce qu'effectivement, il y a toujours cette notion de sécurité. Typiquement, s'il y a passé de place sur le nœud, ce n'est pas forcément un hacker, mais simplement la stabilité du nœud en lui-même. Ce qui fait que, sans trop m'avancer, je pense qu'on pourra peut-être ouvrir au testnet d'ici la fin d'année. Avant ça, ça me paraît un peu... On verra, peut-être qu'on sera capable, mais en tout cas, ce serait peut-être un peu prématuré pour la sécurité du réseau. Donc voilà, en quelques mots. Merci. J'en profite également pour rebondir sur ce que Victor nous a parlé un peu de NFT tout à l'heure. Sylvain, quels sont les projets d'Arketic pour le marché des NFT? Alors, le sujet des NFT, d'abord, on va parler plus globalement du sujet des tokens. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a mis en place une gestion de tokens qui est natif au protocole. Donc, ça va vite. Les frais associés sont assez peu élevés. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est orienté sur quelque chose qui est utilisable assez facilement. Donc, on n'a pas besoin d'être développeur pour créer des tokens fongibles et non fongibles. Dans le cas des tokens des NFT, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors déjà, le standard est décrit dans ce qu'on appelle les AEIP. Donc, les AEIP, en fait, c'est une standardisation. On décrit, comme les EIP en Ethereum, par exemple, on décrit en fait chaque pan du réseau, enfin chaque solution technique du réseau, et les NFT sont définis là-dedans. Donc oui, pour revenir à la question, parce que là, je prends une branche qui est peut-être un peu trop détaillée. Les NFT, aujourd'hui, on n'a pas, si la question précise est est-ce qu'on a un marketplace de prévu, on doit travailler sur un AEIP pour le marketplace dans quelques mois. Par contre, cette année, on n'a pas prévu de développer de marketplace. Alors, par contre, on a la gestion de collection qui est disponible. On peut créer des NFT au sein du wallet. Les utilisateurs le savent. Mais il était trop compliqué dans la roadmap cette année de tout positionner. Cependant, on peut avoir, comme tout est open source, on peut avoir des contributions pour travailler sur cette partie-là. Seb, tu veux compléter? Oui, tout à fait. En gros, pour ceux qui ont regardé un peu les tokenomics sur le Yuko notamment, en fait, il y a toute une partie qui sert à rémunérer la communauté pour les développements qui seraient faits. Donc, typiquement, la marketplace, admettons que nous, dans la roadmap, on n'arrive pas à le caser effectivement d'ici la fin d'année, début d'année prochaine. N'importe qui, en fait, peut rentrer dedans. On discutera pour définir un petit peu les contours. Mais effectivement, il y a toute une poche de Yuko qui sera allouée pour ça. Donc, on tient beaucoup au fait de décentraliser le développement autour de la blockchain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où plus il y a d'applications, plus il y a d'usages, plus le Yuko monte, ce qui fait que c'est vraiment un partenariat win-win entre une communauté de développeurs alors quand je parle de développeurs, c'est pas forcément un développeur technique, mais ça peut être aussi un développeur au sens commercial, un investisseur, un traducteur. C'est vraiment la communauté, on s'en charge pour participer. Alors, depuis le Bug Bounty, pour compléter Sébastien, depuis le Bug Bounty, nous, on a listé toutes les contributions parce que finalement, tout à l'heure, je parle du wallet qui a été construit à certains moments avec la communauté. Il y a eu des apports qui n'ont pas été techniques, mais d'usage. Il y a eu des tests qui ont été faits. Il y a eu des bugs qui ont été trouvés. Enfin, il y a eu pas mal de contributions pour lesquelles on a tout noté. On a encore eu, il y a quelques temps, par exemple, sur le wallet, tout à l'heure, je vais vous montrer, dans quelques minutes, je vais montrer une évolution qui a été développée par quelqu'un de la communauté à qui nous n'avions pas demandé. C'est quelqu'un qui a voulu travailler sur la technologie et qui a contribué. Et du coup, c'est d'une valeur incroyable parce que finalement, la personne n'est pas contrainte à travailler, elle se fait plaisir. Donc, du coup, le résultat est forcément bon. Donc, voilà, donc on a vraiment, depuis le Bug Bounty, même un peu avant, vraiment listé toutes les personnes pour lesquelles on souhaite récompenser pour la contribution. Juste un point qui est important de souligner, qui va dans le sens de ce que vous dites.
dans le principe de décentralisation, dans la création d'un Layer 1, donc et on peut le voir sur tous les Layer 1 qui ont été créés, il y en a très peu qui ont à la fois créé un Layer 1 et à la fois développé les applications nécessaires à l'opération d'un marché crypto sur ce Layer 1. Généralement, on développe un Layer 1, le bridge est l'outil qui permet d'activer ce Layer 1 avec la symbiose avec le marché. Et ensuite, on a une économie de marché classique qui fait qu'il y a des parts de marché à prendre et des acteurs qui ont déjà lancé des NFT marketplace, des DEX, des launchpads, des lending protocoles, etc., vont se dire, tiens, il y a une nouvelle chaîne qui est accessible, il y a une part de marché à prendre, on va regarder quelles sont les spécifications nécessaires, quels sont les avantages. Si ça nous intéresse, on va lancer un produit là-bas. Et c'est comme ça que ça crée beaucoup de volume, beaucoup de traction, beaucoup de communauté autour d'un Layer 1 qui s'ouvre au niveau d'infrastructure. Donc, en fait, tout ce que vous venez de citer, le fait qu'on ne l'ait pas mis dans la roadmap notamment, c'est que de toute façon, dans un premier temps, on n'a même pas à le mettre dans la roadmap. Mais rien n'est jamais mieux fait que par soi-même. Et parce qu'on veut booster l'adoption de notre Layer 1 et aller plus vite que la musique, on a commencé à développer des dApps pour booster l'adoption, booster l'intégration de notre Layer 1 au lieu de dire, OK, voici les outils, allez-y. On dit, voici les outils, voici les premières dApps qui vont permettre d'amasser encore plus de communautés, encore plus de monde, encore plus de volume. Et allez-y, on est avec vous. Parfait. Voilà. J'ai une autre question pour toi, Sylvain. Est-ce que tu peux nous montrer comment créer un NFT sans code sur la plateforme? Non, Virginie, Non. je ne veux pas. Si, je vais partager le wallet. Ouais. Je pense que pas mal de monde maintenant le connaît. Alors ça, c'est une version qui est en développement, qui va arriver pareil dans quelques jours. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de mise à jour du wallet parce qu'il y a pas mal de travaux. Il est passé à la moulinette aussi d'un audit de sécurité aussi, donc c'est plutôt assez safe, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc là, je suis dans mon porte-clés. Je vais vous donner un exemple. Avant de parler des NFT, je vais juste prendre 2 secondes pour parler des tokens fongibles aussi, parce que c'est aussi important dans le dispositif. Et puis tout à l'heure, Victor parlait justement tout ce qui était DEX, etc. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, c'est très simple de créer un token fongible. En fait, il suffit de lui donner un nom, un symbole et une supply, enfin une offre initiale. Et tout de suite, l'utilisateur a pu créer un token. Alors, pourquoi les tokens, c'est important pour nous? C'est qu'en fait, aujourd'hui, l'idée originelle, en fait, c'était de pouvoir échanger des tokens en guise de récompense, en guise pour des services, de la fidélisation. Donc, en fait, on peut tout à fait, personnellement, ou une entreprise avec son wallet, ou une association, etc., peut créer ce type de token. Si aujourd'hui je crée mon token et j'en crée 1000, on peut voir que en termes de frais, on est sur presque 2 cents. Et en termes de, donc là je confirme la création du jeton et après j'espère que personne n'a vu mon code PIN, et tout de suite le token est créé sur la blockchain et peut être distribué à qui l'on souhaite. Donc ça, c'est vraiment la simplicité. Donc, il n'y a pas eu de code. C'était vraiment un bouton, trois informations données et le token est créé et existe dans la blockchain. Concernant les NFT, donc là, on se retrouve sur un système, pour ceux qui ne connaissent pas, de catégorisation. En fait, on peut ranger nos NFT parce que l'objectif, ce n'est pas uniquement de faire des NFT d'art. On peut avoir des usages différents pour les NFT. La liste n'est pas limitative. Et en fait, cette histoire de catégorie permet aussi de structurer la construction d'un NFT. On pourrait tout à fait avoir, alors je ne l'ai pas activé là, mais une catégorie musique où finalement on met en NFT une chanson. Comme propriété, on lui affecte des paroles, on lui affecte peut-être les partitions, l'auteur, le compositeur, et ça forme le NFT. Et effectivement, si je le faisais dans quelque chose de non standard, je le faisais dans la catégorie art, peut-être que j'oublierais de mettre les paroles, etc. Donc l'objectif, c'est de créer des catégorisations de création de NFT, de gestion de NFT, qui sont finalement en fonction de la typologie du NFT et son usage. Ce qu'on prévoit aussi un peu plus tard, c'est qu'il n'y ait pas que Archetype qui puisse proposer ces catégories de NFT, ça peut être des entreprises externes qui peuvent soumettre à leurs clients ou leurs utilisateurs, ils peuvent tout à fait proposer des catégories de NFT qui fait que dans le wallet, quand la personne ira
dans la catégorie de l'entreprise, ça pourra, pourquoi pas, être brandé comme l'entreprise, présenté comme l'entreprise. On peut envisager ce genre d'usage. Dans le cas de l'exemple, juste pour montrer un NFT, pour répondre à la demande de Virginie, je vais faire un exemple, par exemple, d'accès. Je vais créer un accès. Donc là, j'ai pas de, sur ce wallet-là, j'ai pas encore de NFT. Je crée un wallet, un NFT, pardon. Par exemple, j'ai créé un billet pour un concert, par exemple. Donc, alors, là, je le fais manuellement, mais on pourrait tout à fait le faire dans le cadre d'une collection ou en automatique par des systèmes informatiques. Et c'est un billet pour aller voir, allez, AC/DC. AC/DC, OK. Là, maintenant, alors c'est ça qui a été fait par quelqu'un, un développeur de la communauté qui a pris une issue qui était présente. Aujourd'hui, pour ceux qui utilisent le wallet, aujourd'hui, on a la possibilité de prendre, avec le smartphone, prendre une photo dans sa photothèque. On peut, si on est sur desktop, importer un fichier aussi. Maintenant, il y a aussi la possibilité de directement, alors pardon, petit rembobinage, les moyens actuels aujourd'hui, stocker le contenu dans une transaction de la blockchain. Donc, on ne pouvait pas excéder 3 mégas et puis on devait aussi payer un peu plus de frais parce que justement, plus on stocke dans une transaction, plus les frais sont élevés. Donc aujourd'hui, le contenu de NFT était rattaché à une transaction de la blockchain. Avec cette nouvelle évolution, maintenant, on peut directement lier un fichier qui est hébergé sur IPFS, sur AEWeb, notre solution d'hébergement de site web, demain sur AEFS, qui permet de stocker des fichiers, et on peut aussi faire un lien vers un fichier hébergé sur un serveur web. Donc globalement, on a maintenant aussi, on peut créer des pointeurs, alors ce qui était déjà possible, par la blockchain, mais c'est au niveau du wallet. Maintenant, c'est possible de le faire directement dans l'application. Du coup, je vais importer un fichier pour ma part. Je vais prendre ma belle affiche, par exemple, d'ACDC. Du coup, je peux rattacher au NFT des propriétés, comme tous ceux qui ont l'habitude d'en faire. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, on a une capacité de soit, par exemple, dire la place de ce billet, c'est la place 324. Et ça, c'est une propriété qui est publique, qui est visible par tout le monde, parce que je rappelle que les informations d'un NFT sont publiques dans la blockchain. Donc, ne mettez pas des photos de vos documents confidentiels, carte d'identité, etc. Par contre, des propriétés peuvent être publiques, comme la place. Mais par exemple, je peux tout à fait créer un billet que je vais envoyer à quelqu'un en lui disant, non, mais tu as un code pour accéder au backstage que tu as que pour toi, et ce code, c'est 777. Dans ces cas-là, pour cette propriété, je lui affecte, finalement, je vais chercher dans mon canal d'adresse pour chercher la clé publique de l'utilisateur à qui je veux donner cet accès-là. Et par exemple, je dis, c'est que Bob. J'ajoute un accès pour Bob, je ferme, et là, on voit qu'en rouge, c'est marqué « Cette propriété est protégée et accessible par une seule clé publique ». C'est-à-dire qu'il n'y a que le créateur et Bob qui pourront consulter cette information et personne d'autre. Et elle sera, chiffrée au niveau des informations de la blockchain. Pour résumer, donc j'ai mon billet, j'ai mes deux propriétés, et ça me coûte 2 centimes de dollars pour créer le NFT. Là, j'ai l'écran récapitulatif qui reprend le nom, le symbole, l'offre initiale, les frais estimés, etc. Je déclare que je suis conscient que le contenu du NFT sera public à l'exception des propriétés spécifiquement protégées. Je retape mon code PIN, j'espère que personne ne l'a pas vu. Et là, je me retrouve dans Accès avec mon billet d'ACDC. Je peux avoir un code barre pour pouvoir le regarder. On va récupérer l'adresse. Et on a les deux propriétés parce que j'ai le droit de le voir. Par contre, si je vais sur un autre compte, si je vais sur le compte de AE Festival, par exemple, si je vais dans les NFT, je recherche le NFT qui a été créé, parce qu'on peut consulter n'importe quel type de NFT, je me retrouve avec la photo, la place. Par contre, je n'ai pas en visibilité le code backstage, parce qu'il ne m'était pas destiné. Par contre, si je vais sur Bob pour terminer la démonstration, si je vais sur Bob et que je tape l'adresse du NFT, lui peut bien avoir accès à cette information. Donc, en fait, on peut, et puis je pourrais créer une autre propriété qui soit accessible que pour AE Festival, mais pas Bob, etc. Donc, on a vraiment cette gestion sécurisée de l'information. Et vous avez vu, un NFT, ça va assez vite pour le faire. Il n'y a pas de code derrière, c'est fait à la main. Prochainement, on pourra créer des collections parce que je sais que sur la communauté, il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs de
de cette évolution sur le wallet. La blockchain le permet, le wallet pas encore. Mais voilà ce que je pouvais dire sur les NFT. Je ne sais pas si Victor, Sébastien, Virginie, vous voulez rajouter des choses? Oui, peut-être Si je suis allé trop vite. pour mettre en relief encore une fois, parce que là on parle de l'aspect technique et c'est parlant pour ceux qui connaissent. Là, ce que tu viens de montrer, c'est l'ubérisation de tout l'écosystème crypto. Parce que dans l'écosystème crypto, qu'est-ce qu'on fait? T'amènes de l'argent, tu crées des tokens, tu crées des NFT, t'achètes des tokens, t'achètes des NFT, tu vends des tokens, tu vends des NFT, tu retires ton argent, s'il t'en reste. Donc là, tout ça, ça a un coût. Et ça demande des capacités en termes de coding. Pour lancer mon coin, je vais devoir apprendre à coder du Solidity sur Ethereum et le langage associé sur chaque blockchain. Pour lancer une collection et générer une collection de NFT, c'est pas possible en no code aujourd'hui. Créer un NFT, ça a été fait à travers OpenSea, qui ont fait en sorte que je peux créer un NFT, mais je peux pas créer une collection. Donc là, ce qu'on propose, c'est l'ubérisation de tout le processus, disant que n'importe qui, n'importe où, quelqu'un qui a 9 ans ou 99 ans, peut ouvrir le wallet, créer un token et le lister sur Index sans une ligne de code, faire la même chose pour une collection NFT ou un NFT et le lister sur un NFT marketplace. En fait, tu rends accessible tout le domaine de la crypto qui était jusqu'alors inaccessible au monde entier. Et ça, c'est quand même une innovation qui est assez importante par rapport au marché. Ouais, ça c'est vrai. On parlait tout à l'heure des développeurs. Est-ce que, Sébastien, tu peux nous en dire un peu plus? Donc, pourquoi un développeur devrait choisir de construire sur Arketic? Ouais, alors la première raison, effectivement, c'est les filles. Alors bizarrement, c'est les filles parce qu'effectivement, on va dire pour choisir un écosystème, c'est vrai que l'incapacité à pouvoir prédire les filles à payer, et nous, on sait de quoi on parle parce qu'effectivement, par exemple, le Yuko listé en ERC20, certains jours, ça nous coûte $2, et puis certains jours, ça nous coûte effectivement plus de $100. Donc effectivement, il y a une vraie question business autour des filles. Donc là, effectivement, on va dire, bizarrement, c'est la première réponse. La deuxième, c'est effectivement la scalabilité du système, scalabilité en termes de transactions par seconde, mais aussi scalabilité par rapport aux data. C'est-à-dire qu'effectivement, là, pour le coup, il y a assez peu de blockchains qui sont positionnés sur cette partie-là, d'avoir nativement la capacité à pouvoir stocker des données plus conséquentes. La partie identité, c'est-à-dire chez nous, elle est vraiment native. Dès qu'on développe un smart contract, on va dire, on a simplement qu'à lui donner des instructions par rapport à l'identité. Il n'y a pas besoin d'aller demander un module externe, de gérer l'identité. C'est déjà dedans. Il faut simplement dire au smart contract comment on va le gérer. Les oracles n'ont pas besoin non plus d'aller taper sur des services centralisés. C'est, encore une fois, décentralisé dans la blockchain elle-même. C'est-à-dire que chez nous, un oracle, c'est simplement un certain nombre de nœuds qui vont vérifier la cohérence d'une information. Typiquement, je demande la météo de New York, je vais demander à Yahoo, je vais demander peut-être à Météo France, et ainsi de suite. Si tout le monde a une réponse, on va dire, concordante, dans ce cas-là, effectivement, on peut dire que statistiquement, la réponse est recevable, et ça pourrait être utilisé directement par la blockchain. Alors, ça a l'air de rien, mais tout le monde marche comme ça. C'est-à-dire, pour savoir, pour qu'une assurance se déclenche, il y a besoin de pouvoir faire confiance à une donnée. Et pour pouvoir faire confiance à cette donnée, il faut la croiser. Et c'est pour ça qu'on a mis en place les oracles nativement sur notre blockchain. Et donc, on n'a pas besoin de se demander comment ça a été codé chez un fournisseur externe, par exemple. Il y a la partie simplicité du langage, c'est-à-dire les smart contracts aujourd'hui sont prévus pour pouvoir être programmés graphiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'apprendre le Solidity, c'est un langage qu'on appelle de type spécification, c'est-à-dire simplement, on va lui dire, dans les prochaines versions du smart contract, on pourra modifier tel et tel paramètre, mais ceux-là seront jusqu'à la fin des temps non modifiables. Ou s'ils sont modifiables, il faut absolument qu'il y ait 10 signatures de telle personne. Donc et là, j'occulte un aspect hyper important. C'est-à-dire, si je prends un smart contract Ethereum, je ne peux pas le modifier. Donc c'est tout bête, mais par exemple, si on avait voulu modifier ou mettre à jour le smart contract qui détient le RC20 qui détient le Yuko, il aurait fallu recréer un nouveau contrat et dire à tout le monde non, ne regardez plus ce qui s'est passé avant. Maintenant, allez voir sur telle adresse. Donc c'est tout un ensemble de choses
qui font que in fine, tout le monde a intérêt à utiliser cet écosystème. Et c'est pour ça, encore une fois, j'insiste pour que tout le monde vienne aussi nous aider à développer cet écosystème, parce qu'à la fin, ce sera simplement une formidable boîte à outils qui va marcher complètement autonome. Alors, pour ceux qui ont remarqué, effectivement, on a une petite mascotte avec le robot, mais en gros, ce qu'on essaie de dire, c'est que nos smart contracts, en fait, c'est le robot informatique. Aujourd'hui, pour avoir quelque chose d'automatisé en informatique, bah, effectivement, on va avoir des crons. Donc là, on dit simplement à l'ordinateur, bon, bah, tu me fais telle tâche à telle heure. Mais sauf que ça, c'est central. Si j'éteins l'ordinateur, ça ne se fait pas. Sur une blockchain comme Arctic, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, on dit, bah, je veux que tel événement soit fait demain à midi. Si c'est le nœud qui est en charge tombe, bah, en fait, le suivant prend le relais et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment la notion de robot qui va pouvoir effectuer des tâches de façon complètement automatique et où on est certain à la fin que la tâche sera exécutée si tant est qu'elle soit correcte. Donc, si on me laisse parler sur ce sujet, je risque de passer la suite. Point A, point A. Mais effectivement, en tout cas, c'est les points qui me semblent les plus intéressants quand on développe sur un nouvel écosystème. Et juste rapidement, est-ce que tu peux nous parler de la chaîne de transactions, donc des possibilités offertes par le modèle UTXO pour les contrats intelligents, la documentation disponible? Bon, bah tant pis, hein. Vous me lancez, J'ai dit rapidement. Non, en fait, UTXO, c'est ce qui a été mis en place par Bitcoin et que je trouve personnellement absolument fantastique. C'est en gros de dire qu'il n'y a pas d'État. L'État est simplement la conséquence des transactions accumulées et d'un État initial. Et ça, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de plateforme e-commerce, c'est-à-dire qu'on va avoir un smart contract qui va héberger cette plateforme, qui va vendre 3 maillots de bain. Il y a une transaction qui va arriver pour acheter un maillot de bain. Et bien, en fait, le statut de ce smart contract, il ne va pas se calculer à l'intérieur. C'est simplement la résultante des 3 maillots de bain qu'on avait dans le magasin, moins celui qui a été acheté. Et c'est là, en fait, l'UTXO, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, je prends tous les éléments probants qui ont constitué mon présent pour pouvoir définir l'état dans lequel je suis. Donc, encore une fois, d'un point de vue sûreté, sécurité, et là, malheureusement, Ethereum, pareil, n'utilise pas cette fonctionnalité qui avait été introduite par Bitcoin, mais qui me semble personnellement fondamentale dans la confiance qu'on peut avoir dans un smart contract. Parfait. Merci, Sébastien. C'est rapide, hein, mais on va passer à Sylvain. Ce sera à toi. Tu vas conclure avec la dernière question avant de passer aux questions du chat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la sécurisation des tokens dans le Ledger? Oui, alors le Ledger, c'est un sujet. Un sujet parmi d'autres d'ailleurs pour sécuriser. Hein, on ne focalise pas sur Ledger aujourd'hui. Beaucoup de personnes posent la question de savoir effectivement quand ça sera disponible. On a mis à jour il y a quelques semaines notre roadmap en précisant que ça serait pour la fin de l'année, mais en mode développeur et pas sur le Ledger Live, parce qu'en fait, pour la petite histoire, on a déjà déposé un module Ledger, c'était en décembre 2021, pardon. Donc ça date un petit peu quand même, même la blockchain n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui. Et en fait, ce qu'il faut savoir chez Ledger, ils ont en fait un grand tableau où il y a toutes les demandes et puis il y a celles qui traitent. Et c'est eux qui choisissent quel sujet ils traitent et ils ont plutôt tendance effectivement aujourd'hui à prioriser les blockchains qui sont dans le haut du tableau en termes de valorisation. Mais au-delà de ça, ça ne nous empêche pas d'avancer. Hein. On travaille sur le sujet. On a encore une version là qui va être dans un sprint mise à jour pour pouvoir gérer la keychain, etc. Mais aujourd'hui, voilà, on continue, mais on est dépendant. On ne veut pas être dépendant de Ledger, donc on fournira en mode développeur. Mais c'est vrai que si on voulait aller sur du Ledger Live, là, pour le coup, on n'est pas forcément... on est un peu tributaire de leurs décisions. Ouais. Et puis après, il faut quand même rappeler que de stocker des Yuko sur Ledger, ça existe déjà, hein, ça existe depuis le début, depuis le listing du RC20. C'est simplement qu'effectivement, il faudra utiliser le bridge pour passer de l'un à l'autre. Donc ça fonctionne, mais effectivement, c'est pas les Yuko mainnet. C'est ça la différence. Ils ont plus de 80 projets blockchain en attente pour l'instant, donc ils sont aussi, je pense que ils sont concentrés peut-être sur d'autres sujets en ce moment. Ok.
Pardon. Eh bien, c'est le moment de répondre à quelques questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions ou à reposer des questions directement via le chat YouTube. Entre deux, j'ai regardé quand même. Je vais J'en prends sélectionner une quelques questions. si tu veux bien. Ah, bah oui, vas-y. J'en prends une, allez. J'en avais une pour Du coup- Victor. Ah bah, Mais vas-y. Ok. Il n'y a pas de préférence, Sylvain, il n'y a pas de préférence. Question de Kevin, qui d'ailleurs est quelqu'un qui a créé un site web avec la première collection qui a été mise en place sur la blockchain. Et il posait la question justement sur les sites internet tout à l'heure. La question, c'était de savoir s'il n'y avait pas un risque que des scammers reproduisent des sites internet et comment on pourra différencier un vrai site d'un faux site. Et ben, la réponse, c'est un peu comme aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, il faut regarder l'URL, il faut regarder le certificat s'il est valide par rapport à l'URL. Mais aujourd'hui, voilà, c'est la même problématique que quelqu'un qui pourrait aspirer un site et le redéployer sur une solution classique. Alors, je vais en profiter. Je saute sur l'occasion pour en même temps répondre sur la question sur les ordonnances médicales que j'ai cru voir passer tout à l'heure. En fait, il y a une vraie question. La façon dont on y répond, elle peut absolument pas être centrale. C'est-à-dire, effectivement, peut-être que d'un point de vue personnel, je vais plus croire Le Monde ou tel autre journal. Telle personne va plutôt croire tel fournisseur de certificats SSL, tel pays. Et en fait, c'est vraiment la notion de décentralisation. C'est-à-dire que chacun va pouvoir dire, effectivement, moi, je certifie telle ou telle chose. Par exemple, un hébergeur comme Gandhi pourrait dire, effectivement, je certifie que c'est bien un site qui est détenu par telle entreprise. Et auquel cas, si on a dit, moi, effectivement, moi, je fais confiance à Gandhi, en fait, on verra directement notre green light pour dire, effectivement, il n'y a pas eu de scam dessus. Et de la même façon, en fait, ça marche pour les praticiens. C'est-à-dire, effectivement, on pourrait imaginer demain, chaque praticien, docteur, a son certificat, son identité en tant que professionnel de santé, reconnu par l'ordre des médecins, qui va permettre de dire, effectivement, quand j'envoie une ordonnance, je l'envoie à une personne, de façon chiffrée pour elle, et en plus, je vais pouvoir ajouter ma signature en tant que personne reconnue par l'ordre des médecins. Et en gros, c'est un peu ça, c'est-à-dire, en gros, il ne faut pas essayer de voir à chaque fois, c'est un peu notre travail, il ne faut pas voir une certification comme absolue, elle n'existe pas. Par contre, effectivement, de proche en proche, si je fais confiance à l'État français, par exemple, dans ce cas-là, je vais faire confiance à l'ordre des médecins, qui va lui-même faire confiance aux praticiens. Et je sais qu'effectivement, dans mon cas de figure, non seulement moi, je peux avoir confiance, le pharmacien va avoir confiance, et ainsi de suite. Donc, c'est toute cette chaîne de confiance qui va pouvoir mettre enfin en avant. Aujourd'hui, on ne fait confiance qu'à une seule chose, c'est le petit verre dans le SSL. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, pour ceux qui utilisent comme nous, effectivement, beaucoup les générateurs de certificats SSL, c'est purement communautaire. Il n'y a rien qui garantit. C'est pas parce qu'on peut avoir un site en SSL que celui-là n'est pas frauduleux, n'est pas un scam, et ainsi de suite. Il y a tout un pan de la confiance dans l'Internet qui manque, et c'est ça qu'on essaie aussi de corriger. Bon, désolé, j'ai encore été un peu verbeux. Peut-être, Victor, tu peux répondre à la question de G, qui était quel sera les tokens associés pour la liquidity pool. Alors, les tokens associés ne sont pas encore définis ou définitifs, du coup. On va donc sélectionner les tokens au moment opportun qui seront ceux qui feront le plus de sens pour l'écosystème, donc ceux qui seront le plus détenus par la communauté et ceux qui sont le plus réputés, entre guillemets, dans l'écosystème. À savoir que, par exemple, si aujourd'hui on avait décidé de lister que du USDC, et avec ce qui s'est passé au niveau de l'USDC, il a dépeg, il est descendu à 70% de sa valeur alors que c'est un stablecoin. C'est pas le genre d'asset qu'il faudrait intégrer tout de suite, ou du moins en premier dans l'écosystème, parce que c'est un asset qui est lié à d'autres relations marché qui pourraient influer sur notre écosystème. Donc, par exemple, ce qui serait le plus décentralisé et traditionnel dans le monde crypto, ça serait commencer par tout simplement un Ethereum BTC et ensuite intégrer bien évidemment un stablecoin ou plusieurs stablecoins. Et au fil de l'eau, de toute façon, on pourra ajouter des assets. Parfait, c'est très clair.
On a débordé un petit peu. On avait dit que le live durait qu'1 heure. On déborde un petit peu. Et entre nous, on avait dit 45 minutes. Hein. Mais non, c'est bien. Ouais. Donc, le live touche à sa fin. On va essayer de relancer, comme on vous a dit, un format vidéo live régulier pour répondre à vos questions et vous donner un état d'avancement. Pour toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu durant le live, on va répondre directement via YouTube en commentaire. Donc, on espère que ce format vous a plu et qu'on a répondu en majorité à vos interrogations actuelles. Et merci à tous de nous avoir suivis. Le live sera en replay sur notre YouTube. Merci à tous. Merci à Sylvain, Sébastien et Victor pour votre participation. Merci à tous. Merci Virginie. Merci aussi Alex qui était derrière. Oui, Alex. Les questions. L'homme de l'ombre. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée, à bientôt. À très vite. Salut.